Écoutez, bonjour à tous. Encore une fois, merci à BCI pour cette invitation, à votre networking adhérent. Meilleurs vœux moi aussi pour cette nouvelle année. Et merci à Vincent Chamaret de me faire confiance tous les ans pour vous faire ce petit speech sur écoutez, la conjoncture internationale, la macroéconomie internationale, les États-Unis, l'Europe, mais aussi les marchés émergents. Donc pour démarrer, je vais faire assez rapide parce que je pense que la plupart des gens qui sont présents dans cette salle aujourd'hui, du fait que c'est la troisième fois que j'interviens ici, donc savent déjà qui je suis. Donc je suis Sylvain Barthélemy, donc je dirige la société TAC Economics. On est installé au nord de Rennes, dans une vieille ferme rénovée en pleine campagne. Et c'est un peu le paradoxe de notre activité. On travaille pour plutôt des grands groupes, historiquement plutôt des grands groupes, aujourd'hui aussi des PME, des sociétés qui se développent à l'international. Donc des sociétés qui ne sont pas simplement installées en France, mais ça peut être aujourd'hui des sociétés qui ont parfois 15 employés ou aussi bien que des sociétés qui en ont 150 000. Pourquoi on accompagne ces sociétés à l'international sur des sujets macroéconomiques ? Les trois raisons les plus importantes, j'essaie de les synthétiser ici, c'est simplement que quand vous développez à l'international, tout peut très mal se passer, pas simplement parce que votre produit est mauvais ou parce que vous n'avez pas rencontré votre marché dans le pays que vous aviez ciblé, mais pour des raisons qui sont totalement indépendantes de votre activité, totalement indépendantes de votre fournisseur ou de vos clients, en tout cas ceux que vous aviez imaginé avoir au départ. Et simplement parce que la devise se déprécie ou dévalue très très fortement d'une semaine à l'autre, ou parce que l'activité s'effondre dans le pays, ou parce que l'hyperinflation guette le pays, ou que simplement les gens vont dans la rue et cassent tout, ça chamboule complètement le scénario, le business plan que vous aviez mis en place pour vous développer dans ce pays. Donc notre métier, c'est d'essayer d'anticiper 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance, 3 ans à l'avance, le plus possible, et d'essayer d'identifier les vulnérabilités dans le monde des pays à l'ensemble de ces chocs. Je passe assez vite sur le démarrage et j'entre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai essayé d'orienter ma présentation que je dois faire relativement rapidement, j'ai 45 minutes, donc j'ai essayé d'être assez direct avec une première partie où je reviens sur les turbulences de fin d'année. Il y a eu des chocs sur les marchés financiers très brutaux, très, très marqués, et d'essayer de les comprendre. Déjà, de quelle ampleur ont été ces chocs? Est-ce que c'est simplement aux États-Unis ou est-ce que l'Europe a été touchée? Et puis pourquoi? Est-ce que c'est justifié ou est-ce qu'on pense que les marchés, encore une fois, sont complètement irrationnels? Deuxième chose, je reviendrai après avoir évoqué les explications de ces chocs et puis le scénario qu'on a en tête au niveau global pour l'année 2019, sur les risques. Quels sont les risques finalement? Quelles sont les choses qu'on pourrait avoir mal prévues ou qui pourraient mal se passer, ou la combinaison de timing d'événements qui pourrait faire que l'année se passe un peu plus mal que prévu. Et puis enfin, je conclurai par un ensemble de points pour attirer l'attention sur soit les pays qui sont en situation plus vulnérable que les autres, soit des pays dans lesquels il y a un potentiel relativement important, les pays émergents. Donc, démarrage, revenir sur ce choc boursier qu'on a connu en fin d'année. Donc pour ceux qui étaient en vacances et pas toujours connectés sur Bloomberg, j'imagine la plupart d'entre vous, donc vous avez peut-être pas, vous avez lu dans la presse au retour des vacances début janvier qu'il y avait eu des chocs très importants, mais le jour de Noël, enfin le soir du réveillon de Noël, le 24, il y a eu un choc très très important sur les marchés américains qui s'est en partie répercuté sur les marchés européens, mais en fait, ce choc était le prolongement d'un retournement de marché qui a démarré, vous le voyez ici, c'est la courbe bleue. Donc la courbe bleue, c'est l'historique du S&P, l'indice américain, l'indice boursier américain, depuis le début de l'année 2018. Et vous voyez que cet indice s'est retourné à peu près au mois d'octobre. Et donc il s'est retourné, puis on a eu l'impression qu'il se stabilisait, et finalement, au mois de décembre, ce retournement s'est confirmé. Et vous voyez qu'au début de l'année, on commençait avec un indice qui était entre 2600 et 2700, un peu au-dessus de 2650 points. Et puis finalement, en fin d'année, enfin en tout cas au plus bas du choc, on terminait avec un indice qui était passé sous la barre des 2400. Donc ça, les boursiers n'aiment pas beaucoup, mais, parce que les boursiers sont payés avec un salaire fixe, mais pas simplement avec un salaire fixe, ils ont aussi des primes qui dépendent du return qu'ils auront fait pendant l'année. Et donc s'ils font de la sous-performance, comme vous le voyez là, évidemment les primes sont pas très bonnes. Malgré tout, les boursiers
en actant finalement ces ventes qui ont donné lieu à ce retournement, ils ont perçu quelque chose. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'ils ont perçu quelque chose qui est lié au dernier tweet de Trump, au shutdown qui touche aujourd'hui les États-Unis, ou alors quelque chose de plus profond qui est peut-être lié à ce que j'annonçais l'année dernière comme étant peut-être quelque chose qui allait arriver en fin d'année, finalement qui va arriver un peu plus tard, qui est le retournement de l'activité. Le fait qu'on est en haut de cycle et que l'activité va se retourner d'abord aux États-Unis et puis que ce retournement va se répercuter. Donc ça, c'est la première lecture en tant qu'économiste qu'on a eue quand on a vu les marchés se retourner au mois d'octobre. On se disait, mais finalement, les marchés ne sont pas si irrationnels que ça. Ils ont perçu avant les autres que 2019 allait être une année de retournement du cycle. Et du fait qu'ils l'ont perçu, eh bien, ils ont acté les choses en estimant que le marché était peut-être trop cher aujourd'hui et en vendant un certain nombre d'actifs, et ça a provoqué une chute. Et puis finalement, au début de l'année, enfin ça a même commencé après le 24 décembre, juste entre le réveillon de Noël et puis le réveillon du jour de l'an, les boursiers se sont dit maintenant, mais finalement, la peur qu'on a eue en fin d'année, elle est peut-être irrationnelle. C'est peut-être nous qui sommes irrationnels. On a eu peur, mais finalement, regardant les indicateurs économiques sur la croissance américaine, on est à un point bas de chômage, il y a quand même de la croissance, il y a de l'investissement, il n'y a pas vraiment de crainte inflationniste. Et finalement, on s'est fait peur, mais tout va bien. Et tout va bien, et donc on rachète. Et donc c'est ce qui explique le rebond que vous voyez juste après le creux qu'on voit en fin d'année. Et aujourd'hui, les boursiers sont dans un état d'esprit qui n'a plus rien à voir avec celui qu'ils avaient en fin d'année, où on avait l'impression qu'ils avaient perçu quelque chose. Aujourd'hui, ils sont assez euphoriques. Et jour après jour, le marché est en train de rattraper ce qu'il a perdu depuis le mois d'octobre. Alors, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est rassurant? Alors, déjà, une première chose, est-ce que c'est quelque chose qui a touché simplement le marché américain? Ça, c'est le graphique de gauche. C'est la même chose. Donc, en rouge, vous avez l'indicateur S&P en base 100 en janvier 2018. Et puis, j'ai représenté en bleu, en vert et en bleu clair le CAC 40, le DAX 30, le FTSE, le Nikkei, donc les indices français, allemands, au Royaume-Uni et puis au Japon. Et on voit qu'en fait, c'est un phénomène généralisé. Ça a sûrement commencé un peu avant de toucher l'Europe ou le Japon aux États-Unis, mais vous voyez que quand il y a un indice qui se retourne, tous les indices se retournent. Après, ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur, ce n'est pas la même amplitude, mais il y a une très forte corrélation quand il y a des retournements de marché. Donc ce n'est pas un phénomène qui touche simplement les États-Unis, c'est un phénomène qui nous touchera tous, si en tout cas ça persiste cette nouvelle année 2019. Deuxième chose, est-ce que les marchés ont eu raison finalement quand ils se sont dit au début de l'année, mais finalement on s'est fait peur et puis tout va bien? Donc la première réaction qu'on pourrait avoir, c'est d'aller regarder les chiffres de croissance, les chiffres d'emploi dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais les présenter un peu plus loin, mais c'est des indicateurs qui sont traditionnellement en retard. Et donc, pour essayer d'avoir une lecture un peu plus en temps réel de ce qui se passe sur l'activité, on regarde d'autres types d'indicateurs, et entre autres les intentions des directeurs d'achat, les indices market dans le secteur manufacturier, et c'est ce que je présente ici. Donc vous avez toujours en rouge les indicateurs sur les États-Unis, vous avez en bleu clair les indicateurs sur la zone euro, et puis vous avez le Royaume-Uni en bleu foncé et le Japon, une espèce de marron assez clair. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Là, il est sur une période plus longue que le premier graphique sur les marchés equity, enfin sur les marchés boursiers, mais on voit qu'on a eu quand même une période relativement euphorique pendant lesquelles on a l'impression que les indicateurs montent de façon plus ou moins régulière, très marquée en Europe, un peu moins marquée aux États-Unis, mais plutôt une période ascendante. Et cette période, elle va, disons, depuis début 2016 jusqu'au début 2018. Et puis, depuis début 2018, on a un retournement de la plupart de ces indicateurs. C'est plus ou moins marqué selon la zone que l'on regarde. C'est très marqué en Europe. C'est un peu moins marqué aux États-Unis. On a plus l'impression d'une stabilisation et d'un léger retournement depuis le milieu de l'année. Mais d'une manière générale, même si vous regardez le Royaume-Uni, le Japon, il y a quelque chose qui s'est interrompu soit début 2018, soit mi-2018. Si vous regardez à droite, parce qu'à gauche, donc c'est les indicateurs, on pourrait dire que c'est des indicateurs de confiance du secteur corporate. Donc à droite, vous avez les mêmes indicateurs de confiance, mais sur les consommateurs, mesurés sur les consommateurs sur les mêmes pays. Même chose, c'est relativement inégal quand on regarde les courbes entre pays, mais on a quand même l'impression qu'il y a eu une rupture.
soit début 2018, soit mi-2018, encore une fois relativement marqué sur la zone euro et un peu moins marqué aux États-Unis. On a l'impression que les choses se tassent. Mais enfin, on n'a pas du tout l'impression, si on regarde ces courbes, qu'il y a une croissance régulière, ininterrompue depuis début 2016. Il se passe quand même quelque chose en 2018. C'est vraiment une année de transition. On peut aussi regarder les ventes de détail, parce qu'on pourrait se dire, oui, regarder la confiance, c'est intéressant, mais finalement, ce n'est pas un indicateur d'économie fondamentale. Il faut regarder les ventes de détail, c'est un très bon indicateur avancé de l'activité économique. C'est ce qu'on fait ici, sur une période qui va, elle aussi, de 2015 jusqu'à nos jours. Là encore, alors vous voyez plusieurs groupes, plusieurs types de dynamiques. En rouge, toujours les États-Unis, en bleu, toujours l'Europe, et puis le Japon, en marron et puis le Royaume-Uni en vert. Donc vous voyez qu'il y a quand même un groupe dans lequel les ventes de détail ont une dynamique plus importante que les autres. C'est les États-Unis et le Royaume-Uni, où on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très positif qui s'est passé depuis fin 2016. Et puis un deuxième groupe, c'est l'Europe et le Japon, qui ont une dynamique qui reste positive. Il y a une croissance des ventes de détail, mais qui est moins importante. Deuxième chose, on a aussi l'impression qu'il y a un tassement. Il est moins marqué que quand on regarde les indicateurs de confiance, et il n'intervient pas début 2018, il intervient un peu avant. C'est ce qui m'avait conduit l'année dernière à avoir ces premiers indicateurs un peu inquiets sur le risque d'un retournement de l'activité en cours d'année, j'avais dit en deuxième partie d'année 2018. C'était la lecture de ce type d'indicateurs. On peut aller plus loin et regarder des indicateurs sur le taux de chômage, parce que les indicateurs sur le taux de chômage sont en général très bons pour timer la position dans le cycle économique. Sur la gauche, je compare simplement les taux de chômage sur les 4 mêmes régions. Alors là, ce qui saute aux yeux, je pense, c'est la différence des niveaux de taux de chômage entre l'Europe, qui est tout en haut, avec un taux de chômage qui est légèrement supérieur à 8%, et puis les chiffres sur les États-Unis, où on voit qu'il y a un taux de chômage qui vient de passer sous la barre des 4%. Donc, du simple au double entre ces deux régions-là. Malgré tout, vous voyez qu'on a l'impression d'un ralentissement relativement régulier de ce taux de chômage. Si j'avais représenté la courbe depuis le début des années 70, il y aurait quelque chose qui aurait sauté aux yeux encore plus, de façon plus nette que ce qu'on voit ici en le représentant depuis 2017. C'est qu'aux États-Unis, le taux de chômage qu'on atteint aujourd'hui, il fait vraiment partie des plus bas historiques qu'on a pu voir aux États-Unis ces 50 dernières années. Donc non seulement un taux de chômage relativement faible et qui continue de baisser, mais on atteint des niveaux historiquement très très faibles. Le taux de chômage, le point bas du taux de chômage, c'est en général un indicateur très utile pour timer le retournement de cycle, parce qu'on se dit, voilà, si on tombe à un taux de chômage extrêmement faible, il sera difficile de créer encore autant d'emplois que ce qu'on a pu créer les trimestres passés, et donc à un moment ou à un autre, les créations d'emplois vont se stabiliser, voire le taux de chômage va commencer à se détériorer, et l'indicateur usuel qu'on utilise pour timer ce retournement, c'est la croissance des salaires. Donc on se dit qu'à un moment, le taux de chômage va toucher un point bas et les taux de croissance de salaire vont augmenter de façon relativement importante, et c'est ça qui nous permet de timer clairement le retournement de cycle. Là, vous voyez que ce qui pêche dans le raisonnement de l'économiste aujourd'hui pour bien timer le retournement de cycle, c'est que oui, les salaires croissent, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie rupture sur la croissance des salaires. Alors c'est peut-être un peu plus net sur la courbe rouge à droite aux États-Unis depuis la moitié 2018, mais enfin on n'a pas l'impression que les salaires croissent si rapidement que ça, moins de 1% de taux de croissance de salaire, alors que l'inflation est aux alentours de 1,5%, 2%, c'est pas de nature à faire retourner le cycle. Et c'est ça qui pose un vrai problème dans le timing du retournement de cycle aux États-Unis. Troisième chose, donc là on a vu des indicateurs de confiance, on a vu des indicateurs d'économie réelle. Maintenant, on regarde les indicateurs qui sont liés à la croissance économique. Comment s'explique la croissance économique? Alors, si vous ne l'avez pas vu cette année, la croissance économique aux États-Unis a atteint des niveaux records. Des niveaux records trimestre par trimestre annualisés, puisque les États-Unis ont traditionnellement l'habitude de diffuser leurs chiffres de cette manière. Ce n'est pas notre habitude en Europe, mais... Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur les chiffres que j'affiche sur ce graphique-là? C'est que donc, la croissance au deuxième trimestre de 2018 a atteint plus de 4% aux États-Unis, d'un trimestre à l'autre, en annualisé, encore une fois. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris le taux de croissance du trimestre qu'on a multiplié par 4. C'est quand même important de le mentionner. Et quand vous voyez de quelle manière on peut expliquer ça, eh bien, ce qui est finalement très rassurant pour la soutenabilité de la croissance américaine, c'est que ce n'est pas un seul facteur, comme ça a pu être le cas par le passé. Il y a un peu de consommation, c'est en bleu. Il y a un peu d'investissement, c'est en rouge. Il y a un peu de ce qu'on appelle les exportations nettes, c'est la contribution de tout ce qui est exporté moins ce qui est importé. Et puis, vous avez même un peu de dépenses gouvernementales. Finalement, vous avez
un ensemble de relativement équilibré. Enfin, il y a toujours une partie bleue qui est liée à la consommation, qui est traditionnellement très importante aux États-Unis, mais on n'a pas un manque important, c'est relativement bien réparti. Au troisième trimestre 2018, toujours un chiffre assez important, pas 4, mais 3,5, ce qui reste quand même très important. Et vous voyez encore une fois, avec beaucoup de consommation, peut-être un peu moins d'investissement, beaucoup d'extérieur. Donc on n'a pas encore vraiment l'impression que le cycle s'est retourné. Malgré tout, si je reviens sur la présentation que j'avais faite l'année dernière et les différentes étapes, juste pour vous rappeler ce que j'avais dit que le cycle allait se retourner quand on atteindrait un point bas sur le marché du travail, quand les salaires augmenteraient, et notamment quand les taux d'intérêt américains augmenteraient de façon si importante que ça pèserait sur les profits des entreprises et que ce signal de baisse sur les profits des entreprises créerait, dans un premier temps, une panique sur les marchés boursiers, et cette panique sur les marchés boursiers créerait une baisse de la confiance qui entamerait le retournement de cycle. Donc où est-ce qu'on en est dans nous on appelle ça le cyclical clock de TAC Economics. Où est-ce qu'on en est? On en est en bas à gauche. On est juste avant le retournement sur les marchés boursiers. Donc nous on anticipe que cette année va y avoir un choc relativement important sur les marchés boursiers américains, qui va avoir évidemment des conséquences assez importantes en Europe. On n'attend pas une crise des subprimes, mais on attend un retournement important des marchés boursiers avec une correction de l'ordre de moins 30, moins 35% sur l'indice dans son ensemble, avec quelques trimestres plus tard une activité qui va ralentir, peut-être 1 ou 2 trimestres de récession aux États-Unis, et puis après une activité qui redémarrera, mais une fois que la situation aura été nettoyée entre guillemets. Je reviendrai tout à l'heure sur les ordres de grandeur, pourquoi on mentionne ce 35%. En Europe, quelle lecture on peut avoir sur le même type d'indicateur, puisque je montrais finalement des dynamiques, des corrélations relativement comparables entre les États-Unis et l'Europe, même si j'indiquais tout à l'heure que le retournement sur les indicateurs de confiance en Europe avait finalement démarré avant le retournement sur les indicateurs de confiance aux États-Unis. Mais là, sur le graphique de gauche, c'est la même décomposition de croissance que celle que j'ai pu faire aux États-Unis. Vous savez, où il y avait la grande partie bleue, la partie rouge c'était l'investissement, et puis donc on garde le même code couleur, et vous voyez que déjà, première lecture qu'on peut avoir sur la croissance en Europe, on n'atteint pas les 3,5, 4,5% qu'on a pu avoir aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a l'impression que la courbe se stabilise depuis début 2017, qu'on a une croissance qui, en trimestre sur trimestre annualisé, s'approche des 3%, ce qui est déjà beaucoup pour une zone comme l'Europe, mais ne va pas au-dessus, se stabilise et puis pique un peu du nez, début 2018, semble remonter légèrement avec un 1,7 en Q2 et puis finalement chute de façon assez importante avec un 0,6 sur le dernier point observé. Donc on a l'impression quand même d'une courbe qui s'est déjà retournée alors que la même courbe sur les États-Unis ne s'est pas encore tout à fait retournée. Deuxième chose, quand on regarde les facteurs qui permettent d'expliquer la croissance en Europe, ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, enfin c'est pas réparti de la même manière. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez une grosse partie qui est expliquée par la consommation, qui est la partie bleue. Et là, vous voyez que la partie qui est expliquée par la consommation, elle est beaucoup plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une lecture des indicateurs de confiance en Europe, il faut regarder, oui, les indicateurs de confiance du consommateur, mais il faut aussi beaucoup regarder les indicateurs de confiance des directeurs d'achat, les indices PMI dont je parlais tout à l'heure aux États-Unis, puisque l'investissement ou les exportations nettes sont des indicateurs très importants pour expliquer la dynamique de croissance. La deuxième chose importante à avoir en tête quand on regarde les chiffres européens, c'est qu'on a l'impression que les performances économiques sont convergentes, que tous les pays européens ont des performances relativement convergentes, excepté peut-être la Grèce, l'Italie, l'Espagne, mais on a l'impression que le reste, le noyau, on a des performances assez convergentes. Là, finalement, quand on regarde à droite, c'est la même décomposition, mais faite sur l'Italie qui est tout à gauche. Après, vous avez la France, ensuite l'Allemagne, et puis l'Espagne. Vous voyez que finalement, déjà les niveaux de croissance sur l'année 2018 dans son ensemble, on a fait une moyenne ici, ne sont pas les mêmes. Vous avez des pays comme l'Espagne qui ont une croissance relativement forte, assez au-dessus de 2%, et puis des pays comme la France où on est inférieur à 1%, et puis
Je ne mentionne pas les deux autres pays, mais vous voyez que c'est le même ordre de grandeur que la France. Deuxième chose, quand on regarde les facteurs explicatifs de cette croissance pays par pays, ce n'est pas du tout les mêmes. Un pays comme l'Espagne, par exemple, a beaucoup de croissance aujourd'hui parce qu'ils consomment, parce qu'ils investissent. Un pays comme l'Italie, aujourd'hui, a très peu de croissance parce que les exportations nettes sont négatives. C'est-à-dire que les importations dans le pays pèsent de façon trop importante par rapport à la capacité d'exportation du pays. Et puis vous voyez que la partie bleue et la partie rouge, la partie bleu foncé et rouge, n'arrivent pas à compenser cette perte qu'ils ont au niveau du commerce extérieur. Quand on regarde la France, c'est, disons, entre les deux. On a l'impression que, oui, il y a de l'investissement, il y a de la conso, il y a même un peu de dépenses gouvernementales, mais encore une fois, l'extérieur pèse de façon négative. Et alors, dernière chose, le chiffre qui surprend vraiment, enfin, en tout cas, nous, qui nous a beaucoup surpris ici, c'est que d'une part, la croissance de l'Allemagne est inférieure à celle de la France sur l'ensemble de l'année. Et deuxième chose, c'est le pourquoi. Le pourquoi de cette croissance inférieure, c'est une contribution de l'extérieur qui est très négative. Pourquoi ? Simplement parce que, c'est en partie parce que l'activité s'est retournée pendant l'année 2018. La demande mondiale a été plus faible. Or, l'Allemagne est un pays dont l'activité est en général soutenue par l'activité mondiale, par la demande mondiale émergente, mais aussi des pays voisins. Donc, un ralentissement de la croissance en Europe, pas une récession, et notamment, quand on regarde les pays un par un, des disparités assez importantes. Pourquoi on a ce ralentissement en Europe? Alors, il y a plusieurs explications possibles. Là, ici, j'en donne une qui me paraît importante. Je ne reviens pas sur les indicateurs liés au salaire, à la confiance qui sont représentés sur la gauche, où on voit qu'on a l'impression d'avoir un tassement. Je détaille plutôt les indicateurs qui sont sur la droite. Qu'est-ce qu'on a fait sur la droite? On a essayé de regarder historiquement sur une période relativement longue. Donc, on est démarré en 2005. Et on a fait l'analyse jusqu'à nos jours. Et on a essayé d'analyser le taux d'utilisation des capacités du tissu industriel du pays, d'avoir le point bas et le point haut, pays par pays. Donc vous avez la zone euro, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Et donc vous avez la grande barre bleue. Et quand on est en haut de cette barre bleue, on utilise les capacités de production quasiment au maximum de ce qu'on a pu faire dans l'historique. Et puis quand on est en bas, on est plutôt en sous-utilisation des capacités de production par rapport à ce qu'on a pu faire historiquement. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le point rouge, c'est-à-dire la mesure du taux d'utilisation des capacités de production au troisième trimestre 2018, on n'a pas les chiffres après, donc on n'a pas pu le représenter, on est quasiment au maximum. Si je compare ce chiffre avec celui qu'on a précédemment ici, qui est la courbe rouge, qui est le taux d'investissement, soit en Europe dans son ensemble, soit pays par pays, on a finalement des pays européens qui ont relativement peu investi dans les années passées ou de façon trop irrégulière, et des pays dans lesquels, finalement, quand on a une croissance économique qui est supérieure à 2%, on est quasiment au maximum du taux d'utilisation des capacités. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'investit pas plus, on n'a pas la capacité simplement à répondre à une demande supérieure, et donc on anticipe qu'il va y avoir un retournement d'activité simplement parce qu'on ne peut pas répondre à cette demande. Si on regarde les derniers chiffres, et là je les présente simplement pour faire un petit focus sur la France, parce que évidemment on est relativement négatif aujourd'hui sur la France à cause du mouvement des Gilets jaunes et de son impact sur l'activité économique, mais je voulais souligner que pour une fois, j'aurais pu être beaucoup plus positif. Et donc si on avait regardé, excepté ce qu'on aura au quatrième trimestre 2018, quand on aura les chiffres, et ce qu'on pourrait avoir au premier trimestre 2019, donc si on s'arrête en 2018 Q3, sur la France, quelque chose de très positif qui était en train de se passer en 2019. Vous voyez que, je reviens sur ce chiffre qui est sur la gauche, 0,9, c'est la croissance qu'on a eue en France en 2018, avec un peu d'investissement, un peu de consommation, je disais tout à l'heure, et puis une contribution négative de l'extérieur. Vous voyez en fin d'année, on avait quelque chose de beaucoup plus positif qui se passait, beaucoup plus d'investissement, le double, presque le double, beaucoup plus de consommation, presque le double, beaucoup plus de contributions de l'extérieur, due en partie à la dépréciation de l'euro, mais pas que.
Et puis encore toujours cette partie jaune qui est contribution du gouvernement. Donc il se passait quelque chose de vraiment positif avec une croissance, alors j'ose pas dire bondir, parce que 1,6 c'est pas une croissance qui bondit, mais une croissance qui était bien supérieure, qui aurait pu être encore supérieure si on n'avait pas eu cette contribution négative des variations de stock. C'est vraiment quelque chose de très mécanique dans le calcul du PIB, mais donc il y avait quelque chose de très positif qui se passait pour une fois, si j'ose dire, en France. Malgré tout, quand je fais la synthèse de tous ces éléments sur l'Europe, donc on a une croissance qui finalement s'est plutôt bien passée ces dernières années. On entame un ralentissement, j'annonce pas de récession ou de rupture brutale, mais évidemment on sera bien sûr touché par ce qui se passe aux États-Unis si ça se réalise, si le retournement du cycle américain se réalise. Malgré tout, quand vous analysez les pays européens, la soutenabilité de la dette, les disparités entre les niveaux de risque des pays européens et les spreads quand ils empruntent sur les marchés, vous voyez qu'il y a quand même deux groupes de pays européens. On a toujours le groupe de pays France, Autriche, Royaume-Uni, Belgique, Finlande et même Allemagne. Et puis vous avez le groupe des pays qui payent plus cher, qui ont un risque plus élevé, qui ont une activité plus volatile, et qui sont toujours l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, donc des pays sur lesquels tout est plus incertain, les risques sont plus élevés. Donc malgré cette apparente convergence, encore une fois, toujours des disparités très importantes, pas simplement sur les niveaux de taux de croissance, mais aussi sur les niveaux de risque. Pour timer le retournement de cycle, nous on utilise cet indicateur qu'on appelle le Climate Tracer, donc un indicateur qui nous permet de timer la position dans le cycle. Mais vous voyez qu'on est rentré déjà depuis quelques mois dans cette phase de ralentissement en Europe de façon marquée. On n'est pas rentré encore dans une phase de récession, possible qu'on n'y entre pas d'ailleurs, pas forcément, mais on est rentré dans une phase de ralentissement de l'activité économique européenne. Si je synthétise tout ça et puis que j'essaye de ressortir les points saillants du scénario qu'on peut avoir aujourd'hui, vous avez en 2018, là, sur la partie gauche du graphique, les prévisions de croissance économique en rouge pour 2018. On n'a pas encore les chiffres réalisés. Donc on a toujours un chiffre très élevé pour les États-Unis, quasiment 3%, 2,9. On a un chiffre qui est inférieur cette fois-ci en Europe, mais enfin qui est quand même proche de 2%, ce qui n'est pas si mal pour la zone euro. Et puis vous avez un Royaume-Uni qui croîtrait à 1,3 et un Japon légèrement supérieur à 1. Ce qui est important de noter sur ce graphique, c'est que vous voyez qu'on prévoit un ralentissement dans toutes les zones en 2019, 2,3 aux États-Unis, 1,6 en Europe. Alors, quelque chose de quasiment stable au Royaume-Uni, mais ça dépendra de la façon dont le Brexit se passe. Et puis, quasiment la même chose au Japon. Et les effets de la crise, ils se matérialiseront totalement en 2020, puisque en 2009, c'est l'année pendant laquelle les choses vont se retourner. On va bénéficier quand même d'un ou deux trimestres encore de croissance. Et c'est simplement à l'été, peut-être, que l'activité va se retourner. Et donc, on voit les effets de ce retournement cyclique aux États-Unis en 2020. Premier semestre, on anticipe une croissance plutôt aux alentours de 1%, entre 1 et 1,5% aux États-Unis. Sur l'inflation, j'y reviens pas, il n'y a pas d'alerte majeure sur l'inflation ni aux États-Unis ni en Europe, même si ici on vous présente les prévisions. Sur l'euro-dollar, je pense que j'avais mentionné beaucoup nos raisonnements sur l'euro-dollar l'année dernière. Qu'est-ce qu'on anticipe cette année sur l'euro-dollar? On est dans ce qu'on appelle, nous, un régime financier. Il y a traditionnellement deux régimes sur l'euro-dollar. Un régime fondamental, on va dire, dans lequel l'euro-dollar est expliqué par ce qu'on appelle la parité pouvoir d'achat, donc les différences d'inflation entre les États-Unis et l'Europe, l'activité économique, la différence entre les deux zones, les différences d'indicateurs de PMI, des indicateurs de confiance, des indicateurs plutôt fondamentaux. Et puis vous avez un régime financier dans lequel on voit bien que ces indicateurs-là ne marchent plus. Et ce qui explique les évolutions de l'euro-dollar, c'est les différences de taux d'intérêt, principalement les taux d'intérêt à 10 ans, les différentiels entre les États-Unis et l'Europe. Et là, on est dans une phase qui ressemble à celle-ci aujourd'hui. On y est depuis quelques trimestres déjà. Qu'est-ce que ça veut dire pour la lecture de l'euro-dollar? Nous, ça veut dire qu'on a un cours pivot qui reste aux alentours de 1,15 pendant toute l'année à peu près, mais qu'autour de ce cours pivot, on risque d'avoir des volatilités très très importantes qui vont être dues au choc financier qu'on pourrait avoir, qui peuvent être dues aux politiques monétaires des différentes banques centrales. Et donc, il faut s'attendre à des ruptures relativement régulières et à beaucoup de volatilité sur l'euro-dollar, sans pour autant imaginer qu'on va avoir une tendance à l'appréciation du dollar ou à l'appréciation de l'euro. Donc ce n'est pas parce qu'on voit que le cours de l'euro-dollar se retourne vers 1,10 à un moment donné qu'il faut anticiper d'arriver à 1,05.
ça reviendra, on aura toujours un effet d'élastique vers ce niveau de 1,15 avec une sorte de force de rappel. Quels sont les risques, quels sont les enjeux par rapport à ce scénario central que je viens de présenter sur donc, un retournement de cycle aux États-Unis? Le premier, c'est un risque de sous-estimation du retournement de la crise boursière aux États-Unis. Là, j'ai représenté sur cet indicateur un indicateur boursier qui est calculé par un économiste qui s'appelle Shiller, qui aura vraisemblablement le prix Nobel dans les années qui viennent, qui est un économiste de la croissance et qui calcule un indicateur qui est la cherté des marchés boursiers par rapport aux bénéfices, alors pas aux bénéfices réalisés pendant l'année, mais par rapport aux bénéfices réalisés sur les 5-6 dernières années. Et donc, l'intérêt de cet indicateur, c'est que sur le graphique que je vous présente ici, alors c'est très clair, je ne suis pas sûr que vous voyez tous très clairement la courbe, mais on a des chiffres qui démarrent à la fin du 19e siècle. Donc vous avez plus de 100 ans d'observation. Et qu'est-ce qu'on voit? On a l'impression de voir de temps en temps des pics. Alors ces pics, vous voyez, on a par exemple le Black Tuesday ici, donc le jeudi noir. Qu'est-ce que c'est que ce pic? C'est la crise de 29. Vous avez un deuxième pic qui est ici. Ça, c'est l'éclatement de la bulle Internet de 2000. Et puis, vous avez la crise des subprimes. Donc, si vous repérez 2008, voilà, elle est plus par ici, qui est après déjà une correction assez importante. On n'a pas l'impression qu'elle arrive après un pic. Et donc, cet économiste a calculé une sorte de niveau d'équilibre en disant, ben voilà, si on veut avoir une indication de fair value, de niveau de pricing équilibré sur les marchés boursiers, on fait une moyenne de cette courbe sur l'ensemble de la période et on obtient un chiffre. Ce chiffre, c'est 16. Donc si je le représente sur le graphique, voilà où est ce chiffre de 16, c'est le niveau d'équilibre. Donc ça veut dire qu'avec le dernier chiffre qu'on a, vous voyez le point rouge que j'ai mis à droite, je l'ai pris là, c'est vendredi dernier, on est à 29. On est quasiment au double de ce chiffre. Deuxième chose, vous voyez que des niveaux si importants, on a finalement dépassé ce niveau très important que 2 fois dans l'histoire. La première fois, c'est la crise de 29, et la deuxième fois, c'est juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Donc c'est ça qui nous conduit à dire que finalement, on avait l'impression d'une prise de conscience des marchés boursiers en fin d'année 2018, que les marchés boursiers anticipaient le retournement du cycle américain, qu'en plus, ils avaient en tête cette courbe-là, que les cours boursiers étaient allés trop loin, trop haut par rapport aux bénéfices des sociétés américaines, même s'il y avait des bénéfices, et que donc, ils anticipaient que tout ça, ça allait se corriger dans l'année. Et puis finalement, ils m'ont donné tort, puisque depuis le début du mois de janvier, les marchés atteignent record sur record. Alors malgré tout, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté dans l'histoire et on s'est dit, on va essayer de reprendre. Alors on n'a pas pris la crise de 29 parce que c'est trop effrayant, mais depuis les années 60, on a pris un certain nombre de crises et puis on a regardé qu'est-ce qui se passait en général pendant ces crises, entre le point haut boursier, le creux, le nombre de trimestres de récession, etc. Et surtout, de combien était la correction des marchés boursiers pendant ces crises. Et c'est ce que je représente ici. Donc vous voyez, fin des années 60, correction moins 30%. La crise, le premier choc pétrolier, un peu plus de 40%. Après, vous avez trois crises, les années 80, 81, 90, qui sont, je pense, des crises de nature différente. D'ailleurs, vous voyez bien sur les graphiques, ce n'est pas des années dans lesquelles on atteint des niveaux si élevés sur les marchés boursiers. Mais malgré tout, on a eu pendant ces périodes moins 10, moins 20, moins 15. Et puis, éclatement de la bulle Internet, c'est moins 45% quasiment sur les marchés boursiers. Et la crise des subprimes, c'est moins 50% sur les marchés boursiers. Donc c'est ça qui nous a conduit à dire, en premier slide, dans le début, que finalement les marchés, pour une fois, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas aveugles, qu'ils avaient anticipé quelque chose de correct. On avait une correction d'à peu près moins 20% en fin d'année 2018. Et puis finalement, avec tout ce qu'on regarde depuis le début de l'année, on n'a rien corrigé. Donc on attend, courant de l'année, une correction plus importante. Deuxième inquiétude, c'est le scénario chinois. Pourquoi c'est une inquiétude? Ça, je l'ai expliqué l'année dernière, je pense assez en détail. La Chine, il y a 10 ans, c'était 15% de croissance. Aujourd'hui, c'est entre 6 et 7, donc c'est moitié moins. C'est beaucoup, 6 à 7% de croissance, mais c'est quand même moitié moins que ce qu'on avait il y a 10 ans. Deuxième chose, c'est un pays qui combine ce ralentissement avec des fluctuations économiques, un cycle économique, comme aux États-Unis. Donc on a des périodes de haut de cycle, des périodes de creux de cycle. Or là, on était dans une période plutôt favorable du cycle économique. Et si vous combinez ces cycles économiques avec un ralentissement comme ça qui ralentit, ça vous fait des effets de marche d'escalier. Or là, on est en haut d'une marche d'escalier. L'économie chinoise va sûrement ralentir de façon un peu plus forte que prévu.
Alors c'est ce que je présente ici. Vous voyez qu'on anticipe, nous, des taux de croissance qui pourraient tomber peut-être entre 5 et 6%, donc 5,5% à l'horizon fin 2019. Donc ça reste quand même des taux de croissance qui sont très très honorables, entre guillemets, pour un pays émergent, mais c'est quand même beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis surtout, c'est un géant du monde. C'est un pays qui importe beaucoup, qui exporte beaucoup. C'est un géant du monde. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est inquiétante. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que cette marge d'escalier, elle arrive au même moment que la marge d'escalier peut-être sur les marchés boursiers, au même moment que le retournement du cycle sur le marché américain et au même moment que ce ralentissement qu'on a en Europe. Et donc la simultanéité, la conjonction peut-être de ces événements, même s'ils ne sont pas majeurs à chaque fois, excepté peut-être le choc boursier, risque de peser de façon assez importante sur la croissance économique dans le monde en général. À tout cela s'ajoute un troisième facteur, c'est les tensions commerciales entre Trump et Xi Jinping en Chine. Les tensions commerciales, et alors là j'ai représenté sur la partie gauche les pourcentages du commerce mondial entre les différents pays, les principaux acteurs. Vous avez en rouge les États-Unis, quasiment 20% du commerce mondial. Vous avez ensuite l'Europe, 15%. Et ensuite vous avez la Chine, 13%. Vous voyez que quand vous sommez ces trois-là, en rajoutant le Japon, vous avez quasiment 50% du commerce mondial. Or là, depuis 30 minutes à peu près, je suis en train d'expliquer que dans chacune de ces zones, excepté peut-être le Japon, même parce qu'ils n'ont pas de croissance, dans chacune de ces zones, on va avoir un ralentissement. Donc, si en plus de ça, on rajoute des tensions sur des tensions tarifaires, des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, évidemment, tout ça ne fera que détériorer la situation. Alors là, peut-être c'est je ne dirais pas un point positif, mais un point sur lequel on est un peu moins négatif. J'avais expliqué ça l'année dernière, finalement. Les tensions entre les États-Unis et le reste du monde au niveau commercial, au niveau commerce international, c'est quelque chose qui a commencé depuis assez longtemps, avant Trump, et donc ce n'est pas lui qui a déclenché ça. On considère que c'est en partie justifié, puisque effectivement ils avaient un déficit quand même de 300 milliards de dollars avec la Chine, et on imagine que du fait que les dirigeants chinois ont en tête que leur économie va ralentir, qu'ils doivent eux-mêmes corriger un certain nombre de déséquilibres qui ne vont pas s'ajouter ces difficultés avec les États-Unis et qui vont parvenir à un accord relativement rapidement. Donc là, en ce qui concerne en tout cas les tensions commerciales entre les deux zones, pas aussi inquiet que pour le reste. Enfin, le Brexit. Donc là, effectivement, depuis quelques jours, mais ça fait un moment qu'on se pose la question, le Brexit, il y a des rumeurs de no deal, puisqu'on a l'impression que Theresa May est un peu dans une impasse avec le Parlement britannique. Pour donner quelques ordres de grandeur sur le Brexit, premier ici, j'ai représenté la part de l'Europe dans le commerce international du Royaume-Uni. Donc vous voyez que le premier partenaire au niveau des exportations du Royaume-Uni, c'est les États-Unis. Et de façon assez large. Le deuxième, c'est la France. Le deuxième, pardon, c'est l'Allemagne, ensuite la France, ensuite les Pays-Bas. Mais le premier, quand on regarde individuellement pays par pays, le premier partenaire, c'est les États-Unis. Et puis quand vous regardez les imports, le premier partenaire, en revanche, là, c'est l'Allemagne. Et surtout, ce qui est important de prendre en compte, c'est les petits donuts qui sont représentés en haut. Vous voyez que le commerce intra-EU, donc le commerce entre le Royaume-Uni et l'Europe, c'est 48% des échanges. Et puis 52%, c'est avec le reste du monde. Et ça, c'est vrai quasiment sur les exports et sur les imports. Quasiment la moitié de son commerce international, c'est avec l'Europe. Donc c'est beaucoup. La deuxième chose, c'est quand on regarde depuis l'Europe, quelle est la part du commerce international avec le Royaume-Uni? C'est beaucoup moins. C'est le petit bout vert sur le même graphique. Donc les exports de l'Union européenne vers le Royaume-Uni, c'est 7%. Et les imports de l'Union européenne depuis le Royaume-Uni, c'est un peu moins de 4%. Donc des chiffres très inférieurs. Ceci étant dit, si on appliquait donc des modèles, il y a des modèles pour ça, où on simule les augmentations tarifaires et puis on regarde les impacts sur les imports et les exports, on aurait des effets qui seraient relativement limités. Pourquoi? Parce que quand on regarde les accords et les tarifs moyens que peuvent avoir entre eux des pays qui sont adhérents à l'EMC, dans lesquels il n'y a pas d'union douanière, ce à quoi on pourrait arriver dans un cas de no deal, on est avec des tarifs qui sont, disons, entre 3 et 4%. Quand on met ça dans des modèles, oui, il y a un impact sur le ralentissement des exports et des imports de chacune des zones, mais ce n'est pas majeur.
Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement rassuré sur l'impact que pourrait avoir un no deal dans le cas du Royaume-Uni et de l'Europe. Il y a eu des calculs qui ont été faits, très intéressants, par le CEPI et qui ont été publiés très très récemment et qui montrent que finalement le gros des effets, ça ne serait pas l'augmentation tarifaire, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure en introduction de mon speech, c'est la fin des normes, la fin des accords sur la standardisation, le fait qu'on accepte des produits laitiers européens au Royaume-Uni de façon usuelle, simplement parce qu'il y a eu des accords, on respecte des standards, on respecte des normes, et donc il n'y a pas de problème pour les importer, et que s'il n'y a plus d'accord, eh ben, tout ça, on va devoir passer par des procédures. Et alors là, ce travail très intéressant fait par les économistes du CEPI montre que l'impact, en termes d'équivalent tarifaire de ces mesures de barrières non tarifaires, est très très important. C'est 10 fois plus, à peu près 10 fois plus. Ça touche de façon primaire le secteur agricole, de façon très majeure les produits laitiers, et donc ça touche la Bretagne. Et pour donner encore une fois des ordres de grandeur, sur le secteur agricole, on aurait un effet d'équivalent d'augmentation tarifaire entre 15 et 20%, et sur les produits laitiers qui pourraient monter à 40%. C'est comme si les tarifs augmentaient jusqu'à 40%. Quand on regarde les conséquences en termes de croissance économique, de l'ensemble de ces chocs, donc pas simplement l'augmentation des vrais tarifs, mais aussi l'augmentation des barrières non tarifaires, on aurait un tassement de la croissance, une perte de PIB au Royaume-Uni entre 2,5 et 3%, qui ne serait jamais rattrapée, et en Europe, qui serait un peu inférieur à 1%, en France, qui serait un peu inférieur à 0,5%. Donc un choc en Europe, un choc très marqué au Royaume-Uni, et une grande partie de ce choc n'est pas due à l'impact tarifaire, mais à la fin des normes, à la fin de la standardisation des échanges entre les deux zones. Dernière chose que je voulais évoquer après avoir listé ces 3-4 possibilités de scénarios un peu, pas catastrophiques, mais les choses qui pourraient mal se passer cette année, c'est revenir sur les marchés émergents. Les marchés émergents, dans leur ensemble, ici on représente la même décomposition que celle que je représentais tout à l'heure sur les États-Unis et sur l'Europe, mais sur les 10 plus gros émergents. Les 10 plus gros émergents qui font plus de 50% du PIB total émergent. Hein. Donc c'est une partie très très importante des pays émergents. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis 2016, on avait une activité économique qui avait redémarré, et puis qu'elle semble se retourner depuis... Alors, la deuxième partie de 2017. Vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais parlé de cette brise légère, cette année 2017, qui était une période très favorable, relativement inhabituelle, et qu'on était entré en 2018 dans une phase de transition vers laquelle le risque allait se renormaliser, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une situation de risque anormale, mais qui revenait à un niveau plus habituel, plus traditionnel. Vous avez sur la droite, on a représenté les taux de croissance, trimestre par trimestre, sur l'ensemble de ces pays. Quand vous avez des zones rouges, c'est qu'il y a eu des récessions. Quand vous avez des zones vertes ou vertes foncées, c'est qu'il y a eu de la croissance ou beaucoup de croissance. Encore une fois, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a eu de 2014 à 2016 des récessions dans quelques-uns de ces pays-là, et qu'on avait, quand on avait de la croissance, un peu moins que ce qu'on a aujourd'hui. Donc plutôt quelque chose de positif, plus de croissance, mais quelque chose qui semble se retourner un peu comme en Europe depuis un petit moment déjà. Malgré tout, quand on regarde les pays un par un, et c'est ce que je représente ici à droite, on a le même type de disparité que celle qu'on peut avoir en Europe. Vous avez des pays comme la Turquie, par exemple, qui avait une croissance en 2017 qui était supérieure à 7%, et puis qui en 2018 doit avoir une croissance aux alentours de 3 et quelques %, et puis qui vont quasiment avoir une croissance de 0 l'année prochaine. Donc là, un ralentissement très très marqué. Et puis à côté de ça, vous avez juste en dessous la Chine, qui a un ralentissement aussi, mais ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. Vous aviez 7% en 2017 et on aurait un peu moins de 6% en 2019. Donc des disparités très importantes sur le ralentissement. Pas simplement sur le ralentissement, mais aussi sur les ordres de grandeur. Vous voyez que tout en bas de ce graphique, vous avez 3 pays dans lesquels il y a des croissances qui sont quand même extrêmement décevantes par rapport à ce qu'on pourrait attendre de pays émergents. Brésil qui croît à plus de 1%, c'est quand même pas beaucoup pour un pays comme le Brésil. Une Afrique du Sud qui croît entre 1 et 2%, même chose. Une Russie qui croît entre 1 et 2%, même chose. J'ajouterais en plus de cela qu'un pays comme le Brésil, qui a une croissance très faible aujourd'hui, sort d'une période pendant laquelle il a accumulé une perte totale sur son PIB de presque 7%. Donc les récessions cumulées, c'est presque 7% de PIB perdu. Et vous vous dites qu'à 1% de croissance par an, il va falloir un peu plus de 7 ans pour rattraper tout ça. Donc ça va être très très long. Bolsonaro ou pas Bolsonaro au Brésil. Je passe sur ces indicateurs-là et je viens
sur un peu le vif du sujet qui a dû vous concerner pendant cette année, les chocs de change. Au mois de mai, on a eu des chocs de change assez importants sur un certain nombre de pays émergents, des pays sur lesquels on n'anticipait pas forcément des ruptures importantes. Alors je passe sur les pays qui sont vraiment dans des difficultés majeures, mais les pays sur lesquels on était relativement peu inquiet, c'était l'Argentine, c'était la Turquie, c'était l'Éthiopie. Et puis ces pays-là ont eu des chocs de change. Et finalement, est-ce que ces chocs de change, encore une fois, c'est de la même manière que les chocs boursiers des exubérances irrationnelles, comme disait Alan Greenspan, l'ex-gouverneur de la Fed aux États-Unis, ou est-ce que c'est justifié? Et la réponse, c'est que c'était justifié. En fait, les dépréciations qu'on a eues, elles n'ont pas touché tous les marchés émergents. Nous, on en suit plus d'une centaine avec notre outil. Elles ont touché de façon prioritaire les pays qui avaient soit un déficit courant, donc qui importaient trop par rapport à leurs exportations, soit qui avaient une dette trop importante ou des déficits publics trop importants, ou parfois qui combinaient les deux. Je les ai entourés en bleu sur la partie droite. Vous voyez, on retrouve des pays comme le Brésil, comme l'Égypte, comme l'Indonésie, la Turquie. Donc des pays qui avaient des fragilités. Et donc ces pays avaient des fragilités, des devises qui étaient surévaluées, parfois beaucoup d'inflation. Il y a eu des spéculations à la baisse. Ça a fait craindre à certains des chocs systémiques sur l'ensemble des pays émergents et finalement ce qui n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on anticipe pour cette année sur les marchés émergents? Je disais, donc on a eu une renormalisation du risque et puis finalement, nos analyses, nous on a des indicateurs avancés, nos analyses montrent que ce risque, on va arriver à un point haut cette année et puis il devrait baisser. Le problème, c'est qu'il va baisser, mais pas sur tous les pays. Vous voyez que quand on décompose l'analyse à gauche sur les pays par taille, on voit un certain nombre de pays sur lesquels le risque baisse, c'est ceux-là. Donc c'est les 10 gros, c'est ceux qu'on appelle les next 10, c'est les plus petits, enfin les 10 suivants. Et puis vous avez les plus petits sur lesquels le risque baisse. Tout cela, le risque baisse. Et puis vous avez un groupe au-dessus qui se détache et qu'on appelle les mid-size. Les mid-size, c'est les pays émergents de taille moyenne, tout simplement. Et ces pays-là ont un risque qui a augmenté et qui va rester important. Et c'est très inhabituel pour nous, ce n'est pas arrivé depuis pas mal d'années. Alors qui sont ces pays? Évidemment, c'est la question qu'on se pose. Ces pays, c'est l'Angola, l'Algérie, le Chili. Là, je les cite, vous avez la liste, vous aurez, je pense, les slides. Le Pérou, la Roumanie, le Vietnam. Donc des pays de taille moyenne sur lesquels il va falloir être vigilant cette année parce que le risque va rester important. Deuxième groupe, et je terminerai là-dessus pour éviter de prendre trop sur le temps de parole du speaker suivant. Les pays qui vont être touchés, c'est aussi les pays qui vont être exposés aux États-Unis et à la Chine. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'on allait avoir un retournement de l'activité aux États-Unis, qu'on allait avoir une Chine qui allait continuer de ralentir avec une marge d'escalier. Donc bien évidemment, si vous faites beaucoup de commerce avec les États-Unis et en même temps avec la Chine, vous allez être affecté, votre activité économique va aussi ralentir. Donc ce qu'on a fait simplement sur ce graphique, c'est qu'on a regardé qui sont ces pays qui font beaucoup de commerce avec les États-Unis et la Chine. Et là, je les représente. Le premier, le pays qui va être le plus touché, c'est le Mexique. Puis ensuite, vous avez la Malaisie, vous avez la Corée, la Thaïlande, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes intéressées par l'Iran ici. Donc un certain nombre de pays qui vont être très touchés par ce ralentissement de façon directe. Mais aussi de façon indirecte, si ces pays-là ont un certain nombre de fragilités internes. C'est ce que je représentais sur ce graphique. J'en arrive à la fin et je terminerai par ça. J'aime pas terminer par une note qui est simplement une note de risque en disant voilà, écoutez, ayez l'œil sur ces pays-là parce que ces pays-là sont des pays dans lesquels il y aura beaucoup de risques dans les années qui viennent. Donc ici, je représentais la croissance du PIB en 2023. C'est des chiffres qui ne sont pas estimés par taxe, c'est des chiffres FMI pour que vous ayez confiance dans les chiffres qui sont publiés. Donc ce n'est pas notre cabinet qui a fait les prévisions. Et quand même, vous voyez que dans l'ensemble émergent, il y a quand même un très grand nombre de pays dans lesquels il y a quand même beaucoup plus de croissance que ce qu'on peut avoir en Europe, ce qu'on peut avoir aux États-Unis, et de façon durable. Et ces pays-là, vous voyez qu'il y en a quand même certains qui sont des pays géants. Donc vous avez l'Inde, qui est le deuxième dans la liste, puis vous avez des pays qui ont historiquement une croissance très forte et qui en même temps sont des gros pays, comme l'Éthiopie par exemple. Vous avez des pays comme les Philippines, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Vietnam, malgré le risque que j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà, donc des pays qui ont une croissance de plus de 6%. Et encore une fois, pour avoir un ordre de grandeur, parce qu'en termes de chiffre d'affaires, je pense que c'est des ordres de grandeur qui sont importants, quand on a une croissance de 7% par an, ça veut dire qu'on double son PIB tous les 10 ans. Donc ça veut dire que tous ces pays-là, quasiment tous ces pays-là, vont avoir un PIB
qui va doubler dans les 10 prochaines années ou dans les 10-15 prochaines années pour ceux qui ont une croissance un peu inférieure à 7%. Voilà, j'arrêterai là. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vais laisser la place aux speakers suivants. Est-ce qu'il y a quelques questions? On pourrait en prendre quelques-unes. S'il y en a une, alors il y en a une, voilà. La première, ici. Je vais vous demander de prendre le micro parce qu'il y a des gens qui... J'ai oublié de vous le dire, cette conférence est enregistrée, donc vous pourrez la regarder ultérieurement sur notre site. Oui, merci Joe Agnatios, je vous remercie pour la présentation. Juste la dernière slide, ce qui m'a étonné, c'est le Yémen qui est à 6,6 de croissance alors que il n'y a rien, et peut-être s'il double sa croissance, c'est de 0,1 à 0,2 ou... Oui. Alors, il faut se méfier. Oui, effectivement. Alors, le Yémen, je connais bien, j'y suis allé 2 fois. J'ai fait 2 missions pour la Commission européenne, pour le gouvernement yéménite. Pas parce que personne ne voulait y aller, mais parce que j'aime beaucoup ce pays-là, on l'a beaucoup analysé. Alors, effectivement, il faut se méfier des pays dans lesquels, comme ça, il y a parfois des rebonds, en fait. Il y a des années passées qui ont été très, très mauvaises, ou des chiffres qui ont été très mauvais, et puis un rebond. Je pense que c'est le cas du Yémen. Je n'ai pas regardé en détail les chiffres de croissance prévus dans les années qui viennent, mais j'imagine que les conséquences de la guerre ont des effets sur les scénarios de croissance du FMI entre maintenant et 2020, et qu'ils imaginent qu'il y aura un rebond, une reconstruction après cette période, une reconstruction qui affectera les niveaux de croissance entre 2020 et 2023, parce que j'imagine qu'ils font une hypothèse que ça ira mieux au Yémen. Je pense que c'est ça. Je ne peux pas vous confirmer plus que ça, mais j'imagine. Donc la Syrie devrait être représentée aussi, non? Alors, si j'avais représenté les années passées, la Libye ressortirait dans le top. Donc oui, effectivement, c'est pour ça aussi que je n'ai pas représenté les années passées. Encore une fois, ce n'est pas mes chiffres, c'est ceux du FMI. Et vous verrez que je n'ai pas cité ces pays-là comme étant des pays à fort potentiel dans les années qui viennent. J'ai plutôt focalisé l'analyse sur les pays sur lesquels on attend une croissance forte et durable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel au Yémen, mais voilà. Merci. Une autre question? Oui, sur la gauche, là-bas, si vous voulez passer le... Merci, bonjour. J'avais juste une question sur le prix du pétrole, puisqu'on a parlé effectivement de baisse de la croissance, chinoise notamment, mais croissance mondiale. Est-ce que vous avez des estimations sur le prix du baril pour 2019, voire 2020? Oui. Alors, j'avais des slides, mais je les ai enlevés parce que j'avais déjà beaucoup trop de slides. Donc, j'ai enlevé la partie pétrole. Alors, pour nous, on avait anticipé au début de l'année que les prix du pétrole augmenteraient jusqu'à novembre. Là, je pense que pour le coup, nos modèles ont assez bien marché, qu'on atteindrait un pic et que les prix du pétrole se retourneraient. Alors là, ils se sont retournés de façon un peu plus marquée que ce qu'on avait anticipé. Nous, on anticipe une petite correction donc à la hausse aujourd'hui, et puis après quand même une poursuite de la descente vers 65 $, prix du Brent, à l'horizon de la fin de l'année. Et les raisons de ça, c'est que la demande continue de croître, mais à un niveau à peu près régulier, tandis que l'offre, elle, continue d'augmenter, notamment l'offre américaine, de title américain, qui pèse très fortement. Et on voit, quand on analyse sur longue période, qu'il y a une vraie corrélation entre les prix du pétrole et le stock cumulé, l'écart cumulé entre l'offre et la demande mondiale. Voilà. Une dernière question, s'il y en a une, sinon on passera à nos amis suivants. Pas de questions, donc merci Sylvain, merci à nouveau. Et donc...